Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Juliette dans ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Déjà Juliette, écoute, merci pour ta confiance et puis je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et puis amorcer un peu le sujet du jour. Bonjour Charlène, bonjour à tous et merci de m'inviter sur ton podcast. Alors moi donc je m'appelle Juliette, je suis fondatrice du compte The Last Quiche, enfin de mon entreprise The Last Quiche. Et en fait j'aide les femmes à rejeter la culture des régimes, à arrêter les régimes et restrictions et à vraiment prendre soin d'elles et de leur santé à tout poids, etc. Voilà, sans contrôle, tout ça, tout ça. Je pense on y reviendra dessus. Et du coup j'ai une approche qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui est composée de 10 grands principes et qui du coup aide vraiment les femmes à arrêter tout ça, vraiment faire la paix avec leur corps, avec leur alimentation. Donc il y a aussi beaucoup la dimension corporelle en fait. On fait pas que l'alimentation, même si le nom alimentation intuitive, on peut croire que c'est juste l'alimentation, mais pas du tout. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que voilà, on y reviendra, j'imagine. Carrément, c'est la même chose à chaque fois dès que les gens font une intro, j'ai envie d'aborder déjà tout plein de sujets, tu sais. Ouais. La première question que j'ai peut-être envie de te poser, tu nous as parlé d'alimentation, de corps, on va dire c'est un peu les deux grands points que tu as abordés. Si je te donne le mot deuil avec ces 2 sujets, qu'est-ce que ça t'évoque déjà dans un premier temps? Déjà, moi, tout de suite, deuil, j'ai pensé au deuil corporel, forcément. Enfin, c'est une notion que j'aborde beaucoup dans mes contenus, dans, mon podcast, notamment, j'ai un épisode sur ce sujet, parce que, je le vois dans mes accompagnements. Au final, il y a une sorte de «deuil à faire» entre guillemets de, du corps d'avant, du corps, voilà, sans les régimes, sans les restrictions. Il y a beaucoup de choses, qui sont, voilà, relatives au deuil. Il y a vraiment cette notion de body grief en anglais et de deuil corporel que j'explore beaucoup, avec mes clientes. Eh ben, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus déjà, sur ce point-là? Parce que justement, comme tu le dis, dans la culture des régimes qui a quand même été, enfin qui est encore, hein, bon, c'est plus toi l'experte sur le sujet, même si, voilà, ça commence à changer. On parle beaucoup plus de body positive, on voit plus de femmes qui ont tendance à s'accepter, même si c'est peut-être pas encore une acceptation qui est pleine et intégrale. Et c'est clair qu'il y a le deuil, du corps d'avant, il y a le deuil aussi un peu sociétal de ce qu'on nous implique, de ce qu'on nous impose, de ce qu'on nous comment on nous drive en fait dans nos croyances, nos pensées et dans nos comportements. Est-ce que tu veux nous parler déjà un peu de ce deuil corporel? Ouais, bien sûr. Donc alors le deuil corporel, c'est vraiment, comme le deuil, comme on le voit, tu vois, dans le modèle psychiatrique là d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est quasiment enfin, c'est même pareil en fait, au final les étapes, c'est les 5 grandes étapes, voilà, je pourrais, bien sûr vous les redire un petit peu. Donc le deuil corporel, vraiment, moi, comment je le conçois, c'est vraiment une détresse, c'est vraiment de la détresse causée par la perception en fait du deuil qu'on voit dans le changement corporel, d'une perte en fait liée à nos changements corporels. C'est-à-dire que voilà, peut-être on perd un privilège qu'on avait avant quand on était plus mince, par exemple, peut-être on perd ben, voilà, une sorte de corps, voilà, le corps d'avant, la forme de notre corps qu'on avait peut-être, voilà, avec les régimes, on avait minci et cetera et peut-être que, voilà, en arrêtant les régimes, on peut reprendre, par exemple, ce poids et donc là, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil des idéaux aussi de minceur et cetera qui est pas évident à faire parce que, voilà, on se rend compte que peut-être chercher la minceur, c'est assez, compliqué et que du coup, voilà, peut-être c'est pas forcément ce qui est bien pour nous et donc on fait le deuil de tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Ça peut être aussi les changements corporels liés à la mobilité, par exemple. Donc typiquement, voilà, on a pris du poids ou même on a eu une maladie, on a eu, un handicap, par exemple, et bien forcément notre corps a changé. Et du coup, le deuil corporel, voilà, ça couvre pas du coup que les personnes qui changent de poids, qui changent de corps avec les régimes, enfin du coup en arrêtant aussi les régimes et cetera. Mais aussi, voilà, le deuil, au global, qu'on peut observer quand on perd, sa mobilité et cetera et cetera.
Et souvent, en fait, ce qu'on voit aussi dans le deuil corporel, c'est que c'est des changements qui sont au final hors de notre contrôle et c'est ça aussi l'enjeu, c'est de il y a beaucoup ce concept de résilience et cetera, je pense qu'on va en reparler. Mais du coup, voilà, c'est vraiment comme le deuil, au sens strict, on dirait, voilà, comme tu le vois aussi toi, je pense, dans pas mal, de domaines et cetera. Et donc le deuil corporel, ça a vraiment les mêmes 5 étapes, donc il y a l'étape du choc, en fait, quand par exemple on se rend compte que notre corps a changé, donc typiquement, bah, voilà, on a pris du poids ou notre corps a changé, niveau mobilité et cetera. Ensuite, il y a toute l'étape du déni, donc on refuse d'accepter ce changement, en fait, d'accepter notre corps comme il est aujourd'hui et qu'on a du mal à accepter cette réalité, en fait, que notre corps est différent. Ensuite, il y a t l'étape de la colère. En fait, quand on remarque la différence entre, bah, notre corps actuel et le corps qu'on aurait aimé qu'il soit. Donc là, typiquement, là, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a pris du poids, typiquement. C'est vraiment ça. Des fois, on peut être en colère contre notre corps en disant: «Mais comment ça se fait qu'il est pas mince? Comment ça se fait que j'arrive pas à être mince et à maintenir cette minceur et cetera? Comment ça se fait que j'ai changé?» et cetera et cetera et du coup, on peut être en colère contre soi. Ensuite, il y a toute l'étape du compromis. On essaie de trouver un moyen pour, éviter la douleur du corps qui change, en fait. On se dit: «Ah, peut-être que je vais faire un régime» et cetera. On essaie de, voilà, de changer un peu la réalité. Mais après, on se rend compte que, bah, peut-être que c'est pas forcément la meilleure solution et du coup, il y a une étape vraiment de tristesse profonde, en fait, un peu comme un effondrement, le côté dépression, du coup, on se rend compte, en fait, que notre corps a changé, qu'il va changer, typiquement. Donc quand on s'éloigne des idéaux et du coup, on peut ressentir de la tristesse, en fait, de se dire: «Bah, voilà, mon corps, il sera pas forcément, bah, comme, je voulais qu'il soit» et cetera. Puis on peut perdre, cet espoir, en fait, de minceur et ensuite, il y a tout ce qui est, la phase de l'acceptation, en fait et c'est là qu'on commence à accepter, en fait, notre changement corporel et qu'on cherche plutôt des moyens d'accepter notre corps et cetera. Après, je sais pas si, tu avais vu aussi que, ben, Elisabeth Kubler-Ross, elle avait fait donc ce modèle en 5 étapes, mais elle a aussi, ajouté quelques étapes. Il y a quelle cette étape et du coup, bah, forcément aussi le deuil corporel, il y a une étape qui est entre la dépression et la tristesse et la phase de test, en fait, quand on commence à se dire: «Bah, en fait, peut-être que, voilà, il y a peut-être d'autres choses» et notamment l'alimentation intuitive, typiquement quand on fait le deuil corporel, quand on traverse ce deuil-là et ben, on peut tester autre chose et voir que, ben, si ça se trouve, il y a une voie d'acceptation, on va dire et ensuite, après l'acceptation, il y a une phase de trouver du sens qui est, à mon sens aussi, très importante et peut-être qu'on en reparlera, mais je trouve qu'il y a un peu de ça beaucoup dans le deuil au final, voilà, l'étape, un peu finale et qui dure, mais voilà, qui est quand même, primordiale. Voilà. Ouais, c'est vraiment la dernière étape qui permet d'intégrer, en fait et justement de ne pas oublier, mais d'intégrer aussi cette étape, cet épisode, cette épreuve comme, ben, comme une partie de notre vie, comme une partie de notre histoire et pas comme, un bout comme ça qu'on essaye d'oublier et de mettre de côté et ce qui se rattacherait plutôt au déni, comme tu le disais dans les premières étapes. Et il y a plein de choses qui me sont venues en même temps que tu parlais parce qu'il y a le côté, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis et ce que tu partages, c'est qu'il y a pas que le côté beauté. Il pourrait y avoir que le côté beauté de, «Je veux être mince» et cetera, mais tu parles aussi de certains juste événements naturels de la vie. Le fait de vieillir, par exemple, le fait d'avoir une grossesse qui est quelque chose de positif, mais qui peut aussi avoir des effets sur notre corps, pas forcément négatifs, mais ça peut être plus compliqué de reperdre du poids parfois quand on l'a pris et que, bah, voilà, il est là et qu'est-ce qu'on fait? Justement, on passe par ces différentes étapes de se dire: «Ah bah, c'est trop cool d'avoir eu un petit bout, j'ai eu un petit bout de moi et cetera, mais finalement mon corps il a pris cher, hein, au passage et puis, ben, ça me dérange et puis j'aime pas mon image dans la glace». Donc peut-être toute une fierté, une confiance en tant que maman, là je parle principalement quand même des femmes, mais en tant que maman, mais en même temps, ben, ah, bah, c'est venu, toucher en fait à mon estime, à mon image de moi en tant que femme. Je parlais de la vieillesse, le fait de vieillir, c'est aussi un deuil. Pour moi, c'est beau, hein. Enfin, moi, je trouve que voir une mamie avec des cheveux blancs, avec, tout plein de rides et cetera, enfin, je trouve ça super beau. Ça veut dire que cette personne, elle a vécu, qu'elle est pleine de sagesse, de maturité, d'expérience, en fait, de la vie, toute expérience confondue, mais que du coup, elle a des choses à transmettre. Alors que quand on est jeune, ben, c'est pas qu'on a rien à transmettre, mais on a beaucoup plus à apprendre qu'à transmettre, en fait et je trouve que c'est une belle symbolique aussi. Et il y a toute cette notion de cyclicité, je trouve, de la vie, que tu partages et c'est ce que j'aime bien aussi, le fait que, ben, oui, il y a le corps d'avant sous l'angle des régimes et le fait de faire le deuil des régimes et peut-être d'aller vers une acceptation de son corps, réel, sans jugement, avec, bah, en toute bienveillance, en fait, envers soi et puis, ce que j'aime bien aussi, tu as donné l'exemple de certaines maladies ou de certains handicaps. Parfois, on n'a pas le choix quand on alors
Parfois, c'est par rapport à des traitements, parfois c'est la maladie en elle-même et le fait de perdre, enfin beaucoup de poids parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, de perdre beaucoup de poids ou d'en prendre beaucoup, on le contrôle pas. On peut faire ce qu'on veut, on peut parfois manger moins et cetera, c'est tout. Le corps, il réagit de cette manière-là et en fait, c'est un peu comme, comme un décès. Si on prend ces 2 parallèles-là, quand on perd quelqu'un, c'est pareil, on n'a pas le choix, on contrôle pas, on peut pas revenir à avant. La seule chose qui nous reste, ça reste l'absence et comment on peut gérer cette absence, comment on peut l'intégrer dans notre vie. Et là, plutôt que de rester bloqué, si je reviens sur le fait qu'on ne contrôle pas forcément toujours cette perte ou cette prise de poids, et ben, plutôt que de rester bloqué sur, OK, ça me fait chier, ça me fait mal, j'aime pas, mais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à me battre, à faire peut-être la culture des régimes et le côté yo-yo, comme tu dois certainement le voir dans certains accompagnements ou j'essaye peut-être de trouver une autre façon de voir ou une autre façon de faire les choses. Peut-être qu'avant je m'habillais comme ça, peut-être que maintenant je m'habillerai de telle manière et que du coup j'y trouverai peut-être plus de plaisir. Je sais pas si c'est des choses que tu vois, sur les différentes thématiques que j'ai pu, rebondir par rapport à toutes celles que tu as abordées déjà? Mmh. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Déjà quand tu parlais du vieillissement, c'est sûr que ça aussi c'est une forme de deuil corporel carrément, parce qu'en plus c'est voilà, c'est comme tout, c'est l'âge et cetera, on contrôle pas en fait, le temps qui passe forcément et c'est pareil avec, le poids, typiquement, on a ce mythe en fait avec la culture des régimes qu'on peut contrôler notre corps à notre guise, qu'on peut contrôler notre poids et cetera. Mais ça c'est vraiment, faux en fait. C'est vraiment un mensonge la culture des régimes qui joue en fait sur ce tableau-là pour vous vendre des régimes, des moyens de perdre du poids et cetera. Alors que voilà, on peut pas choisir, le poids qu'on veut faire et ça du coup, bah oui, il y a le deuil un peu de ce poids idéal, cette forme de corps et cetera et donc oui, c'est aussi, valable, quand on perd du poids, voilà, typiquement, par différents événements de la vie, je dirais, ou plein de choses, voilà, qui font que, voilà, on peut perdre du poids et cetera et c'est aussi pareil, tu as le deuil du corps, que tu avais aussi avant, mais aussi le deuil du corps, peut-être idéal qui est plus, voilà, qui est parce qu'on a beaucoup cette ambivalence, société, le côté, faut être mince mais pas trop et cetera. Enfin, en fait, notre corps n'est jamais bien de toute manière, pour la société et ça, mine de rien, il y a un deuil à faire, ouais. C'est vraiment quelque chose, je trouve que ce concept, il est hyper parlant et il parle beaucoup à mes clientes parce qu'elles le vivent ce deuil et moi je les accompagne aussi dans ce deuil-là, mine de rien. Tu vois? Comme toi avec, d'autres formes de deuil, mais c'est ça en fait, c'est vraiment, cette acceptation en fait du corps comme il est et du corps qu'on peut pas contrôler, qui n'est pas un bloc d'argile, qu'on peut modeler à notre guise et cetera, quoi. Mais du coup, ça me fait penser un peu vraiment à l'impact de la société justement sur nous de manière individuelle et de manière plus collective. Alors bon, par rapport à la femme, comme, tu l'as dit, hein, il faut faire du S, il faut avoir telle taille de poitrine et ceci et cela. Alors après, si vous vous sentez bien là-dedans, allez-y, mais c'est plus une question après de bien-être. Comment vous vous sentez par rapport à ça et quels sentiments ou émotions ça vous donne? Si ça vous met en confiance, si ça vous donne de la joie, let's go, foncez. Si par contre vous en ressentez un mal-être, le fait peut-être de vous sentir exclu parce que vous faites du M et pas du S ou du L et pas du S, là, ça peut peut-être être plutôt embêtant finalement. Il y a le fait de l'âge aussi. En fait, c'est beaucoup de discrimination derrière, de notre société, que ce soit lié à l'âge, que ce soit lié au physique. À l'âge, du coup physique qui va se voir sur notre peau, sur notre corps, mais aussi sur, les notions de dépendance. Parce que, oui, quand on vieillit, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé un peu de mobilité. Quand on vieillit, forcément notre corps il est plus aussi flex. On peut avoir besoin aussi des personnes qui sont à l'extérieur pour, parfois pour nous filer un coup de main pour certaines choses, sans parler même de choses de dingue, mais pour aller faire des petites courses ou pour traverser ou juste pour monter un escalier, enfin voilà, ce genre de choses et il y a énormément en fait de discriminations qui sont liées à tout ça. Je sais que c'est des sujets qui te plaisent aussi et sur lesquels tu aimes, avoir la parole en fait et t'engager aussi. Alors vas-y, dis-nous-en un peu plus, exprime-toi. Ouais, bah, oui, forcément, moi, mon travail, c'est beaucoup, au final, un peu lutter contre ces injonctions sociétales, ou du moins les remettre en question, comprendre aussi, voilà, ce qu'il y a à en tirer, hein, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que, des fois, il y en a, voilà, ils vont se conformer et puis c'est tout et puis voilà, ils vont pas forcément en souffrir, hein, c'est voilà, c'est possible aussi, mais la plupart des gens, il y a une souffrance, en fait, quand même derrière et aussi, en fait, les injonctions sociétales qu'on voit, voilà, c'est très lié, en fait, il y a vraiment ce côté, idéal, donc idéal de beauté, idéal, sur plein de domaines, en fait, de notre vie, hein. Au final, même, idéal, voilà, à tel âge, tu dois faire ça et cetera. Enfin, il y a tellement de normes et d'injonctions qu'on avale, tous les jours, tout le temps
Et du coup, bah, lié au corps, il y en a beaucoup et donc comme on disait tout à l'heure avec l'âge, bah, il y a l'agisme, hein, donc qui est la discrimination vraiment liée, à l'âge. Donc, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple d'Hollywood, parce que c'est très parlant, mais, typiquement quand on est une actrice et qu'on est plus vieille, par exemple, on va être moins, vue, en fait, dans des films, on va avoir moins de rôles et cetera qu'un homme, par exemple, qui va vieillir. Donc là, en plus, il y a le sexisme et l'agisme aussi. Là, sexisme, pareil, oui, il y a une sorte de ouais, il y a une sorte de discrimination, en fait, à l'égard des femmes et cetera. Il y a la grossophobie aussi, qui est aussi, bah, une injonction, donc l'injonction à la minceur qui, du coup, découle de la discrimination des personnes grosses et donc la grossophobie. Enfin, voilà, en fait, il y a toujours cet idéal versus, la discrimination, en fait et quand on n'est pas dans les clous de la société, bah, on est sanctionné et on subit, du coup, une discrimination, qu'elle soit, consciente ou inconsciente, en fait, aussi, hein. Et moi, ce que j'aime bien dire là-dessus et avant de me spécialiser sur la thématique du deuil, j'étais sur ces notions de, le regard des autres. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est le regard des autres, c'est le regard de la société et je peux me baser sur ça. Mais du coup, si je base mon estime, ma confiance, mon image, mes actions, ma vie sur les autres, bah, en fait, à quel moment je vis pour moi? Et en gros, si je prends mon exemple, je suis venue pour être Charlène et pas pour être ce que X, Y, Pierre, Paul, Jacques, Jeannette et tous leurs amis pensent de Charlène, comment elle devrait agir et réagir. Il y a forcément des gens à qui ça plaira, il y a forcément des gens à qui ça ne plaira pas, et si on prend d'ailleurs l'exemple du poids, il y a des personnes qui aiment les personnes qui vont avoir plus de forme, il y en a qui vont aimer les personnes qui ont pas du tout de forme, et là je parle, même en couple, hein, en termes de séduction et cetera et c'est OK, en fait. Il faut tout dans notre monde pour pouvoir, justement, enfin, on a tellement de diversité que finalement, pourquoi s'en priver et essayer de tous rentrer dans des cases? Et en fait, ce que j'aime bien sur ce côté-là, c'est que en fait, c'est s'autoriser. C'est s'autoriser à être soi et à se dire: «OK, comment moi je me sens bien? Est-ce que moi je me sens bien quand je fais X kilos ou en fait, est-ce que je me sens bien tout simplement quand je mets tel vêtement? J'en ai rien à faire d'avoir peut-être un peu de cellulite ou un bourrelet et cetera et en fait, je me sens bien comme ça et je suis bien et je suis bien parce que j'ai pas envie de me priver pour manger» et tu vas peut-être nous en parler aussi parce que tu as parlé d'alimentation intuitive. Alors du coup, est-ce qu'on peut parler d'alimentation privative quand on est dans un autre sens? Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Ouais, ouais, très bien, oui, oui, je vais, du coup, explorer un peu le domaine, enfin, le volet alimentation de l'alimentation intuitive aussi, qui est énorme aussi. Mais oui, en fait, bah, l'alimentation intuitive, donc c'est vraiment se reconnecter à soi, à ses besoins et comme tu dis aussi justement, avec le regard des autres, c'est voilà, c'est beaucoup au final manger en fonction de nous, de notre corps et cetera et pas aussi manger en fonction de ce que les autres attendent de nous et aussi manger en fonction de ce que la société attend de nous aussi. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais j'aime bien mêler aussi le regard des autres du coup, vu que tu l'as abordé parce que moi, je le vois beaucoup avec mes clientes. Elles ont du mal à s'écouter, en fait. On a beaucoup de mal à s'écouter dans notre société. Bon après, forcément, il y a beaucoup d'injonctions à droite à gauche et cetera. Mais du coup, à cause de cet idéal de minceur, on en vient à souvent, bah, voilà, renier ses signaux, à pas s'écouter, à ne pas satisfaire ses besoins et cetera, à, bah, se priver. Donc l'alimentation, quand tu dis privative, bah, oui, bah, c'est ça, en fait, c'est tout ce qui est restriction, la restriction cognitive, donc qui est vraiment imprégnée dans nos cerveaux et cetera et en fait, tout ça, en fait, voilà, cet idéal de minceur, toutes ces injonctions qu'on a, bah, donc fait qu'on s'éloigne petit à petit de notre capacité à être mangeur intuitif. Parce que c'est ça aussi l'alimentation intuitive, c'est se reconnecter à notre mangeur intuitif et le mangeur intuitif, au final, on l'a tous été, notamment quand on était plutôt enfant. Mais après, voilà, au fil des années, au fil des injonctions qu'on a eues, notamment dans notre famille aussi, voilà, des trucs de finir ton assiette et cetera, tout ça. Puis après, en grandissant, bah, forcément, on a eu, les injonctions à la minceur et cetera et donc eh bien, il y a beaucoup de chances que, la plupart des gens ont au final un comportement alimentaire qui n'est pas totalement serein. Donc après c'est un spectre aussi. Mais donc voilà, il y en a, ils vont pas se rendre compte et peut-être que voilà, ça va troubler légèrement, mais très peu. Mais souvent, moi je le vois beaucoup chez les femmes notamment, ben les femmes c'est vraiment une population, je dirais, bah, qui a tellement de pression sur elles en tant que femme, on a beaucoup de pression, sur notre apparence et cetera. Notre valeur, elle est basée sur notre apparence au final. Enfin, c'est ce qu'on nous dit d'avoir, basé sur le regard des autres aussi. Voilà, notre estime de nous, elle est basée sur, est-ce que les gens, est-ce que les gens aiment ce qu'ils voient? Est-ce que je plais? Et cetera. C'est beaucoup ça, en fait et ça, c'est pas juste des trucs superficiels, genre: «Ah, les femmes, on pense qu'à notre, beauté et cetera». Ça, pas du tout, en fait. C'est des choses qu'on nous a mis dans la tête, mais du coup, qui nous conditionnent beaucoup, qui nous enferment beaucoup et donc, bah, c'est ça qui fait que
globalement, beaucoup de femmes ont, soit une alimentation troublée, avec les régimes et cetera, ou soit même des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, qui sont pas que l'anorexie. Il y a beaucoup de choses aussi à dire dessus. Mais du coup, voilà, moi je le vois beaucoup, beaucoup et c'est à cause aussi de la cure des régimes, quoi. Le côté que, bah, on s'écoute plus, on est dans la privation, dans la restriction et cetera. On enchaîne entre, contrôle et perte de contrôle, des compulsions, des moments où on va manger beaucoup parce qu'on s'est restreint. Enfin, il y a énormément de choses et ça dépend de chacune, mais voilà, c'est quelque chose que, ben, forcément, ça découle beaucoup de ce que la société nous a dit de faire, en fait. J'ai retenu 2 choses. Tu viens de dire: «Ça dépend de chacune» et enfin, j'en ai retenu d'autres, mais en tout cas 2 qui que j'avais envie de redire, et le côté mangeur intuitif et est-ce que tu dirais que finalement, il y a peut-être autant de mangeurs qu'il existe d'êtres humains, d'une certaine manière, c'est ça? Ouais, bah, en fait, disons que, parce que moi, souvent, j'oppose mangeur intuitif à mangeur restreint, notamment. Après, voilà, comme je dis, comme c'est relatif à chacun, donc il y a des gens, voilà, ils vont être en restriction plutôt soit légère ou voilà, ou même sans s'en rendre compte trop et après, il y en a, ils vont être en plus dans une restriction sévère, tu vois? En fait, mangeur intuitif, c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de nous, au final, même si, voilà, je sais pas si Ouais, ça on parle. a les Ouais, en fait, ressources, c'est en ça. fait. En fait, nous, on n'est pas censés penser à l'alimentation toute notre journée, voilà, à vraiment, être dans une charge mentale, une pression, de dire: «Ah là là», enfin, là, dès qu'on se lève: «Ah bah, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Est-ce que je vais bien manger? Est-ce que je vais pas trop manger?» et cetera. Normalement, on n'est pas fait pour, culpabiliser, après un repas et cetera, ça non. En fait, l'alimentation, c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire tout ce qui permet de combler nos besoins, primaires, parce que l'alimentation, c'est un besoin primaire. Ben, c'est des choses qui se pensent pas. Quand vous allez aux toilettes, vous pensez pas forcément, en fait. Quand vous allez faire pipi, par exemple, voilà, vous comptez pas le nombre de fois où vous avez été, faire pipi, ce genre de choses. Et c'est pareil avec l'alimentation, en fait. Normalement, on devrait, voilà, manger, passer à autre chose et voilà, c'est tout. Oui, manger quand on en a besoin et quand on en a aussi peut-être envie, parce qu'il y a la notion de plaisir. Enfin, on parle souvent d'être épicurien ou épicurienne, donc voilà, faut aussi se faire plaisir et je sais que c'est quelque chose qui t'est cher. Il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir. Oui, le fait que tu dises que en fait, j'ai le sentiment qu'il y a un peu des grands modèles, ou des grandes lignes dans l'alimentation intuitive, qu'il y en a qui vont peut-être plus avoir besoin ou envie de manger le matin, d'autres le midi, d'autres le soir et que finalement, il y a pas de réel mode d'emploi de: «OK, on est tous humains, voilà comment il faut manger à 8 heures, à midi, à 20 heures, et puis le reste du temps, faut pas manger, il faut manger X grammes» et cetera et en fait, j'aime bien cette image-là parce que, ben, c'est pareil dans le deuil d'une personne. Il y a pas de mode d'emploi et il y a aussi beaucoup d'injonctions sociétales de: «Il faut pleurer» ou «Il faut pas pleurer», «Il faut se mettre en noir», il faut enfin, toutes ces injonctions, en fait, qu'on nous dit et que nous, on est au milieu de tout ça en se disant: «Mais bah, en fait, j'ai peut-être pas envie de me mettre en noir, j'ai peut-être envie de me mettre en gris, en marron, en rouge, en bleu, en vert» et alors quel est réellement le problème? Comme, si je me sens bien dans une jupe, une robe taille L, ben, quel est le foutu problème finalement? Qu'est-ce que ça je ne fais pas de mal en plus aux autres. C'est ça que je trouve super important, c'est que généralement, qu'on fasse 50 kilos, 70 ou 120, en réalité, ça va pas changer la vie des gens. Par contre, si nous, on se sent mal en faisant 50 kilos et qu'on se sent mieux en faisant 70, bah, ça va changer notre vie, ça va avoir justement de l'impact dans notre vie et ça me fait rebondir, en fait, sur, ce côté des TCA, comme tu disais, où justement il y en a beaucoup. Je sais pas si tu avais envie peut-être de donner certains exemples, mais qu'est-ce que finalement cette consommation en fonction des autres de, «OK, il faut peut-être pas que je mange trop au restaurant parce que sinon on va me dire que je suis gourmande et on va peut-être me dire que c'est pour ça que j'ai un bourrelet en trop» ou voilà, alors là, c'est volontairement stéréotypé, très, très volontairement, mais est-ce que ça cache des choses et est-ce que tu as envie peut-être de nous partager un mot là-dessus? Ouais, bah, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport aux mangeurs. En fait, je trouve qu'en effet, au final, il y a une multitude de mangeurs dans le sens que chaque personne, voilà, il y a pas de mode d'emploi et c'est ça aussi qu'on voit en alimentation intuitive. C'est qu'il y a des gens, voilà, ils vont vouloir manger plus de fois dans la journée, il y en a non, enfin, ça, c'est propre à chacun et tu as raison dans le côté, je trouve, la société qui nous dit, et tu as raison aussi sur le deuil. C'est vrai qu'on n'y pense pas, en fait, toutes ces injonctions, mais c'est hyper intéressant du coup, mais il y a aussi beaucoup ça sur l'alimentation, en fait. On mange en fonction de règles extérieures, en fonction de ce que les gens nous disent et cetera, en fonction de ce que la société nous dit de faire, mais du coup, bah, voilà, on s'éloigne de nous, notre être, on va dire, voilà quoi. Donc pour les TCA, ouais, bah, c'est vraiment un vaste sujet. Souvent les plus connus, bah, il y a l'anorexie, donc souvent c'est tendance restrictive, peur de grossir et cetera. Enfin, il y a quand même il y a beaucoup de choses, hein. C'est, un diagnostic en fait à donner, mais voilà, souvent il y a tendance, anorexique, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est, hyperphagie, et boulimie.
et ça va être plutôt, ben, voilà, dans des prises alimentaires, plus conséquentes, vraiment, sous la forme de compulsions et cetera et ça, la différence entre hyperphagie et boulimie, ça dépendra du s'il y a une compensation ou non. Typiquement l'hyperphagie, il y a pas de compensation que la alors que la boulimie oui. Donc boulimie vomitive et cetera. Voilà, il y a plusieurs, types de compensation et aussi en fonction de la, survenue des crises et cetera. Voilà. Donc ça, je vais pas forcément entrer en détail, mais en fait, ce qui est et puis aussi, un autre TCA qui est pas assez connu, je trouve, c'est l'orthorexie. C'est le fait de vouloir manger sain, à l'extrême, en fait et ça, on le voit beaucoup, bah, dans notre société qui est très, en mode, healthy et cetera et du coup, bah, en fait, ça il y a cette dérive-là de l'orthorexie. Il y a aussi la bigorexie qui est une addiction au sport et qui est dans les TCA. Donc voilà, donc il y en a plusieurs, il y a un spectre aussi, hein, dans les TCA, hein, voilà. On peut même avoir un peu des TCA atypiques qui mélangent un peu anorexie, puis après boulimie ou qui il y a des phases qui peuvent alterner et cetera, tout ça. Après moi, ce que j'aime bien aussi rappeler par rapport aux troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, c'est que un TCA n'a pas un poids, en fait. Par exemple, l'anorexie, je sais pas si en vous disant anorexie, vous avez pensé à une adolescente de 15 ans, cadavérique, mais souvent c'est ce qu'on pense, en fait. Alors que non, en fait, on peut très bien souffrir d'anorexie et être gros, ou voilà, ou souffrir d'hyperphagie et être mince. Enfin voilà, il y a rien de Bah, merci de le rappeler. Parce que justement, tu dis, ouais, vous pensez peut-être à une enfant de 15 ans, qui est, toute fine et qui est cadavérique. Bah, justement, d'où l'impact de notre société, en fait et ça, c'est exactement ce dont on échange depuis tout à l'heure. C'est que, bah, qui dit anorexie, dit le fait d'avoir la peau sur les os, d'être maigre, d'avoir un mauvais teint et cetera. Donc ouais, merci de le rappeler, Juliette. Ouais, ouais, bah, de rien, mais franchement, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, voilà, rappeler, j'aime beaucoup insister, sur lequel j'aime beaucoup insister parce que c'est dommage parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui souffrent, en fait, en silence et qui passent sous les radars, en fait. Moi, j'aime bien dire cette expression parce que je trouve que c'est hyper parlant. C'est qu'à force de normaliser beaucoup de choses, à force de mettre des clichés sur les TCA et cetera, en disant que c'est des extrêmes et cetera, bah, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence et qui se rendent même pas compte que, bah, en fait, si ça se trouve, oui, bah, vous avez un TCA et donc c'est bien de peut-être se faire accompagner, par exemple, ou se faire aider, ou et cetera. Donc et ça, voilà, ouais, c'est aussi, heu, si on peut raccrocher au sujet, je trouve que c'est aussi beaucoup des injonctions, au final et des stéréotypes, même dans la guérison, même dans la maladie et qui font que, bah, nous-mêmes, on s'exclut de certaines maladies et cetera, alors que pas du tout. Enfin, c'est très vaste, mais c'est intéressant. Tu as parlé de souffrance, tu as dit justement il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Finalement, ces TCA et ces consommations qui sont, finalement peut-être dans certains extrêmes ou en tout cas qui ont perdu leur équilibre personnel, intuitif pour reprendre l'expression un peu du mangeur intuitif. Tu dis oui, tu parles de souffrance. Qu'est-ce que ça cache finalement pour toi ces privations ou ces excès, et le fait de ne pas s'écouter aussi et puis, ben, tout doucement, comment on peut aussi cheminer vers l'acceptation? Parce que, ben, justement, OK, on fait, de quoi est-ce qu'on doit faire le deuil et puis comment on peut sortir de tout ça? De sorte à ce que peut-être s'il y a des personnes bah, qui questionnent actuellement leur alimentation pour, X ou Y raison, ben, qu'elles puissent peut-être ressortir tout doucement avec des clés. Alors, bah, les TCA, ça peut cacher énormément de choses, en fait. Enfin, pour moi, c'est, vraiment le comment on dit? Le haut de l'iceberg, on va dire, c'est ça? Type, ouais, la face cachée de l'iceberg, voilà. La face, voilà, émergée. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ça, au final, dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire parce que, tous les symptômes qu'on voit typiquement liés, bah, à l'anorexie ou d'autres formes. Après, il y a aussi l'alimentation troublée qui est un peu avant les TCA, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans les régimes et qui sont dans cette phase-là, au final, de voilà, avant les TCA. Eh bien, souvent, donc il va avoir des symptômes, très très classiques, quoi, les restrictions, la privation et cetera. Mais moi, ce que je vois beaucoup en accompagnement, c'est qu'au final, c'est beaucoup lié à l'estime de soi. Donc ça, c'est sûr. En fait, quand on a une basse estime de nous, comme beaucoup de femmes en fait, malheureusement, eh bien, il y a aussi cette, propension à, peut-être avoir des TCA en fait, vraiment de baser beaucoup l'estime de nous sur, les autres. C'est ça qu'on disait tout à l'heure avec le regard des autres. C'est hyper important parce que c'est, on c'est comme on vit en fonction des autres, on essaie de plaire aux autres, le people pleasing et cetera, le côté voilà, on essaie de plaire tout le temps aux autres et aussi à la société. En fait, on a beaucoup souvent, c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui ont des TCA, elles ont beaucoup intériorisé les normes de la société, les standards et cetera et souvent, c'est des personnes qui sont soit perfectionnistes ou soit bonnes élèves ou bah, voilà, comme quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes aussi, et ce qui explique beaucoup pourquoi aussi beaucoup de femmes souffrent de ces des TCA au final.
Et voilà et donc c'est beaucoup, voilà, basé sur des choses très profondes quoi, notre estime de nous, notre valeur, comment on se voit, comment on se place par rapport aux gens, est-ce qu'on se met des limites aussi par rapport aux gens, comment aussi on construit notre confiance en nous, donc qui est dans l'estime de nous, hein, le côté, bah, voilà, est-ce qu'on a confiance, en nos capacités, en nos ressources et cetera? Est-ce qu'on arrive aussi à se démarquer des autres et à s'affirmer, en fait? Moi, je vois aussi beaucoup ça en accompagnement. Parce que, on apprend à s'affirmer, à être un peu plus en disant: «Bah, voilà, si tu as faim, là, tu manges, on s'en fiche que machin, il mange pas ou que truc, il te dit ça, tu le fais», tu vois? Et il y a beaucoup ce côté-là. Donc ouais, donc il y a vraiment un volet, psychologique qui est très présent et qui, du coup, ouais, voilà, prend ses racines dans, bah, une mauvaise estime de soi, une estime de soi très basse ou, ce côté, plaire aux autres et cetera, tout ça, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Après j'ajouterais aussi, ben, forcément les événements de la vie, en fait, les traumas qu'on a eus, ce genre de choses, bah, c'est clair que ça peut nous mener aussi au TCA. En fait, les TCA, moi, je les vois comme une béquille souvent, en réalité. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est ça. C'est une béquille pour, bah, les moments où, je sais pas, dans ta vie, tu contrôles rien, tu as l'impression que voilà, tu stresses pour certaines choses et cetera. Tu es plutôt, hem bah, il te manque quelque chose ou tu ressens un vide, ce genre de choses, bah, c'est là que les TCA souvent interviennent en fait. L'alimentation, le contrôle sur l'alimentation, c'est vraiment anodin. C'est souvent qu'il y a voilà, quelque chose qu'on creuse et qu'on voit aussi en accompagnement quoi. Au final, c'est vraiment lié, voilà, c'est propre à chacun. Voilà, chaque personne a son parcours et cetera, mais il y a quand même, des choses qui reviennent et oui, donc ça peut être, voilà, beaucoup de choses, liées à de traumas, tout ça, tout ça. Ouais, donc dans ce que tu dis, finalement, ça va bien au-delà du côté juste, qu'est-ce que je mange pas, quand est-ce que je le mange, quand est-ce que je le mange pas. Donc bien au-delà du côté juste physique, dans le sens physique extérieur, mais physique du corps aussi à l'intérieur de comment ça se passe. Mais, tu vas aussi sur des dimensions qui sont beaucoup plus large, en fait. Tu parlais d'estime, tu parlais de confiance en soi, le fait de s'affirmer. En soi, c'est pas tant le fait que tu vas manger ou pas et qu'est-ce que tu vas manger. Est-ce que tu vas manger un gâteau qui est allégé, pas allégé, sucré, pas sucré? Mais c'est le fait que tu t'autorises à le manger si réellement tu as faim et donc à t'écouter et donc à te prioriser et donc à faire selon toi et donc à te remettre au centre de ta propre vie, en fait. Et puis finalement, on parle à la base, avec des grands guillemets, simplement d'alimentation. Tu parlais justement de l'alimentation, tu parlais un peu du contrôle. Est-ce que finalement on doit faire le deuil du contrôle de notre alimentation vu que c'est pas intuitif? Comment ça se passe? Ouais, ouais, bah, c'est cette notion de deuil aussi dans le contrôle me parle aussi beaucoup donc voilà, on parlait beaucoup de deuil corporel tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a aussi un deuil à faire niveau alimentation parce que ouais, en fait, quand on voit que le contrôle, ben, voilà, peut-être qu'il nous a aidés dans une certaine manière, hein, dans une certaine mesure, hein, comme, je disais tout à l'heure avec le côté que, bah, les TCA, même, voilà, contrôler son alimentation en général, ça peut nous aider dans certains moments de notre vie, donc voilà, notre béquille et cetera. Ce côté vraiment de deuil à faire, par rapport à ce contrôle qui, voilà, qui nous a bénéficié peut-être ou peut-être pas. Mais de comprendre que, ben, peut-être le contrôle au final, il nous a plus, fait du mal qu'autre chose, que voilà, il nous maintient dans une souffrance, et donc bah, peut-être que, lâcher un peu ce contrôle, lâcher ce enfin avoir plus de lâcher prise au final dans son alimentation, bah, peut-être que ça a des effets plus bénéfiques pour nous, notre santé mentale et physique et cetera. Et moi je le vois en accompagnement, au final on travaille beaucoup ça, hein, le côté, bah, ouais, le lâcher prise dans le sens, bah, se donner, la permission inconditionnelle de manger, ce genre de choses, en fait. Ne plus contrôler, ne plus chercher à mentaliser son alimentation à outrance et cetera. Même si, je veux quand même ajouter que, bien sûr, en alimentation intuitive, on parle de nutrition, mais c'est la nutrition bienveillante. C'est-à-dire qu'on voit comment manger, de manière à honorer nos besoins, à honorer, aussi, bah, voilà, notre corps, notre énergie et cetera, bien sûr. Mais, ça, c'est pas du contrôle, en fait, c'est plutôt de la voilà, des choses qu'on sait et qu'on applique, mais qui sont bienveillantes et qui, voilà, qui sont pas des règles ou des dogmes comme on peut le voir aujourd'hui dans la société. Dès qu'on parle de nutrition, c'est très normé, c'est très, très catégorique et cetera. Ouais, là, c'est vivre en fait, tout court, quoi. C'est juste se faire plaisir et vivre et que si tu as envie d'un gâteau au chocolat, ben, prends-le, en fait. Ouais, ouais, voilà. C'est arrêter de se prendre la tête sur beaucoup de choses et de prendre les choses aussi comme elles viennent et du coup, ce que tu disais tout à l'heure enfin, ce que je voulais dire m'est revenu. Tu parlais du fait des traumas, tu parlais de blessures, tu parlais aussi du fait d'avoir une béquille et le fait que finalement certains TCA pouvaient être la face, émergée, enfin la face qu'on voit de l'iceberg et pas la face immergée et en fait, quand tu as dit ça, ça m'a rappelé moi quand j'étais plus jeune, quand mes parents ont divorcé.
et ben, forcément, je suis venue combler un manque. Il y avait le manque de plus avoir mes parents ensemble. Bon, bah, voilà, j'étais jeune, j'étais petite et cetera, et j'ai pris pas mal de poids parce que, bah, oui, en fait, je mangeais beaucoup plus, et le fait de ne plus pouvoir combler cet amour ou un besoin que j'avais d'avoir mes parents ensemble, une stabilité dans la famille et cetera, je suis venue le chercher dans autre chose. Alors totalement inconsciemment, hein, en plus j'étais jeune, donc je me rendais pas forcément compte de ces choses-là, et après coup, en fait, je m'en suis rendu compte, bien après, en me disant: «Mais en fait, qu'est-ce qui t'a mis dans ces choses-là?» Alors quand je dis après coup, c'est, d'âge adulte, consciente, bah, quand tu fais face à tous ces préjugés, ces stéréotypes de: «Bah, il faut être comme ci, pas comme ça. Ah ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je me regarde quand j'étais petite, ben, à un moment, j'étais ronde et cetera», et je me souviens que ça me plaisait pas en plus, le fait d'être ronde, tu vois? Justement, j'étais aussi dans ces préjugés, dans, bah, Charlène, il faut que tu sois comme ça, et puis, bah, c'est l'époque des garçons, et puis du coup, il faut plaire aux gens, enfin des garçons ou des filles, hein, qu'importe, on s'en fiche, mais de la séduction, le fait d'avoir envie de plaire aux autres, et en réalité, ben, cette chose-là, je l'ai réglée du moment où j'ai décidé de voir, bah, OK, ça cache quoi en fait? Pourquoi je mange et qu'est-ce que je viens remplir? Parce que d'une certaine manière, c'est ça, qu'est-ce que je viens nourrir? Qu'est-ce que je viens remplir? Sauf qu'en fait, je ne nourris pas et je ne remplis pas mon corps, je nourris et je remplis autre chose. C'est quoi cette autre chose? Et comment je peux le remplir ou le nourrir de manière plus saine et autrement que par la nourriture? Et que finalement, ben, si là, on parle d'amour de soi, alors après chacun y met, son côté personnel parce que comme on l'a dit, c'est propre à chacun. Ben, en fait, quand vous trouvez vos propres raisons, vos propres compréhensions, votre propre sens à vos actions, bon, j'ai pas envie de dire que ça rentre, dans l'ordre en un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est plus fluide et on va plus vers l'acceptation et on se comprend mieux parce qu'on se connaît mieux, et tout découle, c'est le cercle vertueux, en fait. Au lieu d'avoir le cercle vicieux, c'est le cercle vertueux, et on chemine vers l'acceptation, quoi. Ouais, 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 non, mais tu raison. C'est vrai que, j'aurais pu le préciser aussi, ce côté émotion, bien sûr, qui est, très, bah, forcément, en fait, l'alimentation, l'émotion, c'est pas au final, on mange tous de manière émotionnelle, c'est totalement OK, et même, tout repas, au final, est, émotionnel presque. Mais c'est clair que les émotions peuvent nous faire, plus manger et cetera, et des fois, voilà, il y a des choses à creuser, par rapport aux émotions, par rapport à, voilà, ce qu'elles sont. C'est-à-dire, bah, à la base, elles sont des signaux, au final, de certaines choses qui, voilà, des besoins non satisfaits et cetera, et du coup, d'aller creuser, de se dire: «OK, bah, pourquoi j'ai cette émotion-là? Pourquoi, au final, je mange en réaction à cette émotion? Qu'est-ce qui est derrière plutôt?» Tu vois? Et de pas se dire: «Ah, c'est l'alimentation le problème» et cetera, et plutôt se dire: «Bah, non, mais peut-être que il y a quelque chose à creuser qui fait que je mange comme ça et cetera», mais au final, voilà, c'est pas forcément, ce que tu manges, en fait. Typiquement, par exemple, par rapport au sucre, je vais me donner cet exemple, c'est que, dans nos sociétés, il y a beaucoup cette, prétendue addiction au sucre et cetera. Donc il y a des gens qui se disent: «Bah, voilà, addict au sucre, tout ça, tout ça». Bon, ça, c'est en plus, c'est faux, mais bon, voilà, je pourrais y revenir, mais voilà. Et donc et souvent, en fait, c'est pas des personnes, par exemple, qui sont soit restreintes ou soit, voilà, qui vont manger, de manière émotionnelle et qui vont se réconforter avec des produits gras et sucrés et cetera, parce que, voilà, on a lié, réconfort avec ce genre de produit, par exemple. Et en fait, c'est pas le produit en lui-même, en fait, c'est pas le produit sucré, c'est plutôt le comportement derrière qui a creusé, qui a à comprendre, en fait. Et il peut avoir cette raison-là, il peut avoir une raison de restriction, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer. Et c'est ça aussi que je trouve dommage en société, c'est qu'on s'arrête des fois des trucs très simplistes, alors que souvent, bah, c'est plus compliqué que ça et qu'il y a beaucoup de choses à creuser, à décortiquer. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, moi je trouve c'est important de creuser tout ça, parce que c'est de la prise de conscience que naissent, les autres actions qui permettent d'être mieux et tu vois, d'accéder à un bien-être, en fait. Moi, la prise de conscience, c'est la première chose que je fais en accompagnement, parce que, ben, voilà, prendre conscience de ses comportements, s'observer, en fait, pas se juger, mais juste s'observer, observer les pensées qu'on a et cetera. Bah, de là découlent beaucoup de choses qui sont vraiment, pour notre, ouais, pour notre mieux, quoi. C'est exactement ça, et beh, c'est pour ça que moi je parle, tout le temps du deuil, comme une renaissance parce que OK, j'enlève pas, alors bon, c'est plus compliqué parfois à comprendre quand, si là vous nous écoutez, vous venez de vivre un décès, imaginons, vous savez que quelqu'un a vécu un décès, vous voyez peut-être pas lui dire ça ou entendre ce genre de choses, c'est plus compliqué à entendre dans le sens d'un décès, mais ça reste aussi une réalité. Ça ouvre autre chose, ça ouvre un nouveau chapitre. Il est pas mieux ou moins bien, il est différent, ça reste dans la continuité aussi, mais il y a vraiment, oui, cette notion de renaissance, et ben, du coup, j'ai envie de dire si on essaye de donner peut-être deux trois différences, si je fais le deuil de cette alimentation qui est plus, punitive, le côté où je veux contrôler toutes ces choses-là, et donc bah, j'ai pris conscience, j'ai décidé d'accepter, j'ai décidé de regarder aussi peut-être ce qui me faisait peur et pourquoi je mangeais mes émotions
ou pourquoi, j'avais ces troubles-là, pourquoi j'avais ces difficultés, de me dire: «OK, je vais plonger, je vais aller voir ce qui se passe un peu sous l'iceberg et voir un petit peu ce qui se passe». Et finalement, une fois que j'ai alors encore une fois, ça se fait pas en un claquement de doigts, attention, là-dessus, je sais qu'on n'est pas des vendeuses de rêves toutes les 2. Mais une fois qu'on a cheminé sur ce processus, est-ce que tu aurais peut-être un peu quelques exemples de avant, après? Comment ça se passe une fois que j'ai fait le deuil de cette alimentation punitive où j'ai le contrôle, où je me bloque, où je me restreins, où je suis, victime aussi de tous ces stéréotypes sociétaux par rapport à l'alimentation, au poids, au physique, à la beauté et j'en passe encore. C'est quoi l'avant, l'après un peu? Bah, je dirais par exemple, bah, voilà, quelqu'un qui était dans l'alimentation troublée, même les régimes, les restrictions et cetera, qui du coup, bah, a cheminé et plus, dans l'alimentation intuitive, donc plus dans la bienveillance au final, parce que l'alimentation intuitive, c'est vraiment la base, c'est autocompassion, bienveillance et plus être critique avec soi. Et bien, on voit vraiment des différences de comportement, notamment, voilà, exemple, quelqu'un qui avant, allait, soit au restaurant, ou soit avec des amis et cetera, manger avec, d'autres personnes et cetera, des pour des occasions, ce genre de choses. Bah, avant, quand tu es dans les régimes, bah, typiquement, tu manges, tu culpabilises, tu essaies de manger le moins possible ou tu essaies d'éviter certains aliments et cetera. Après, tu es super frustré, peut-être tu rentres chez toi, tu remanges derrière ou tu as une compulsion ou le lendemain parce que tu étais frustré et cetera. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Et ensuite, bah, quelqu'un qui va être plus, mangeur intuitif, ben, il va pas culpabiliser de ce qu'il mange. Par exemple, voilà, il va aller au resto, il va prendre ce qui lui fait plaisir et cetera. Il va s'arrêter à rassasiement parce qu'il va sentir son rassasiement, il va sentir que son corps, en a marre. Ou bien il va continuer à se prendre un dessert parce que tout le monde prend un dessert et c'est OK parce que l'alimentation, c'est aussi, voilà, pas juste, respecter ses signaux, mais aussi, voilà, être dans la dimension sociale et culturelle, de l'alimentation. Donc voilà, bah, ça va être, consciemment de décider de prendre un dessert et de se dire: «Bah, voilà, mon corps régulera donc voilà, c'est tant que je me sens mieux et tant que je suis pas trop dans l'inconfort, ça va». Enfin, vraiment, c'est deux choses complètement différentes, en fait. On passe de un moment où on était plus critique, on se culpabilisait, on se jugeait, on se flagellait, à quelqu'un qui, au final, bah, s'écoute, est en harmonie avec son corps et dans la bienveillance va dire: «Bah, OK, bah, là, j'ai plus mangé, OK, passons à autre chose» et puis c'est tout, en fait. Donc là, on le voit bien, je trouve, avec cet exemple-là. Après donc je peux en donner d'autres exemples. Il peut avoir, bah, typiquement, quelqu'un qui, par exemple, est en vacances et ne peut pas faire de sport, ne peut pas aller, à la salle et cetera. Bah, quelqu'un qui va être dans l'alimentation, bah, plutôt restrictive, dans la restriction, dans le TCA et cetera, bah, peut-être que c'est quelqu'un qui, va culpabiliser de pas faire de sport, va essayer de compenser, va être vraiment pas bien, en fait, de pouvoir faire, son sport et cetera, parce qu'il va se dire: «Bah, non, mais ça se trouve, je vais grossir» et cetera, tout ça. Alors que quelqu'un qui va être plus, bah, dans l'acceptation, dans la bienveillance, dans l'alimentation intuitive et cetera, bah, il va se dire: «OK, bah, c'est pas grave si je fais pas de sport, j'en ferai, quand je rentrerai et voilà et puis je me culpabilise pas, voilà, c'est OK». Des fois, on en fait plus, des fois, on en fait moins. Enfin, vraiment autre chose aussi, enfin, c'est parce que je sais que le sport typiquement, on m'a parlé beaucoup d'alimentation, mais moi je le vois aussi dans mes accompagnements. Le sport souvent, comme dans la société, on le voit comme une façon de «expier nos péchés» entre guillemets de gourmandise et cetera, tu vois? De compenser, de voilà, de le voir comme punition. Bah, en fait, dans l'alimentation intuitive, on voit le mouvement en mode bienveillance, c'est-à-dire le mouvement bienveillant, donc le mouvement, bah, voilà, qu'on a envie de le faire quand le corps nous exprime ce besoin, et puis on se punit pas, on fait du sport qui nous plaît, on n'est pas obligé de faire 2 heures de sport si on n'a pas envie de le faire et cetera et donc ça aussi, c'est un autre changement et en fait, on apprécie tellement plus bouger quand on est dans cette optique-là, que quand on est dans, bah, le contrôle, la compensation, la punition et cetera, comme on l'est dans la culture des régimes, en fait, tout simplement. Ouais, finalement, c'est des gens qui vont plus avoir peur forcément de la balance ou de passer même devant la glace et qui vont être, limite qui vont ranger la balance au grenier et qui vont se dire: «Mais en fait, je m'en fous parce que tant que je suis bien dans mon corps» et puis tout dépend, tu donnais l'exemple du sport, tout dépend aussi de l'intention qu'on met derrière. Est-ce qu'on fait du sport pour perdre du poids ou est-ce qu'on fait du sport parce que ça nous fait du bien? Et donc, parfois ça nous fait du bien d'en faire 10 minutes, parfois il faut qu'on en fasse 2 heures parce que, on a beaucoup de choses à évacuer ce jour-là et c'est OK. Mais on le fait pas avec ce côté, «Il faut que je perde 5 kilos à la fin du mois ou à la fin de mes 3 mois». Et du coup, c'est pas du tout la même intention, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même, fierté, confiance, estime de soi qu'il peut y avoir aussi, à la clé quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça et tu vois, typiquement, quand on est, comme tu disais tout à l'heure avec, la glace et la balance, c'est ça, en fait. Quelqu'un qui va être plus dans l'acceptation, en fait, donc voilà, dans ce process-là d'acceptation, et bien, c'est quelqu'un qui, par exemple, va mettre un vêtement et va voir qu'il est trop petit. Ben, peut-être que, voilà, cette personne, bah, elle va faire peut-être le deuil de ce vêtement, justement et elle va se dire: «Bah, OK, bah, je vais prendre des vêtements qui me vont au lieu de m'adapter aux vêtements».
Et de se rappeler ça, en fait, de dire: «Bah, voilà, c'est OK, en fait, c'est pas grave, j'ai pris du poids ou mon corps a changé, ben et ce vêtement-là, je peux plus le porter, ben soit, en fait, je le trie, je le donne et cetera». Alors que quelqu'un qui va être dans la culture du régime et qui, du coup, bah, il va être bloqué dans un process de même pas de deuil, en fait, il va être aux portes, en fait et ben, il va vouloir ou soit dans ce truc de déni, de dire: «Bah, non, mais c'est pas normal, je vais essayer de faire ça», donc l'étape aussi des compromis, comme on disait tout à l'heure aussi dans le modèle du deuil, quoi. Le côté voilà, bah, non, mais de lutter en fait contre cette réalité et de tout faire pour rentrer dans des vêtements serrés, alors que la personne qui va s'accepter va dire: «Bah, OK, peut-être que ça me rend triste, hein, bien sûr, hein, de je dis pas que, ça des fois on n'est pas triste de pas rentrer dans certains vêtements ou même d'être, un peu, déconcerté ou voilà, de décontenancé un peu en disant: «Mais punaise, je rentre pas dans ce short». Ah ouais, OK. Mais comme on est dans ce process plutôt d'acceptation de bienveillance, on se dit: «Bah, voilà, je vis l'émotion, bien sûr et je la ressens et voilà et je l'accueille, mais voilà après, les émotions ça passe et après et voilà, on peut se dire: "Bah, c'est tout, quoi"». C'est l'opportunité de se trouver un autre short dans lequel on est bien, dans lequel on est confort, qui va nous mettre en valeur et dans lequel on va être bien, en fait, tout simplement et c'est là où on peut voir le côté renaissance. Tu as parlé de lutte et c'est réellement ça aussi dans le deuil et c'est dans certains deuils qui vont être plus compliqués, qui vont être bloqués, parce qu'il y a des choses qu'on veut pas forcément regarder, qui sont trop difficiles parfois à regarder aussi tout seul et ça, c'est important aussi de le savoir, c'est que parfois tout seul, ben, on se sent démuni, on se sent impuissant, on n'a pas les outils et du coup, on préfère comment dire? Se renfermer sur nous-mêmes un petit peu dans cette coquille de la résistance en disant: «C'est horrible, c'est pas cool, c'est chiant, ça va pas, ça va pas, ça va pas». OK, mais à un moment quand si on redonne cet exemple-là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, sur lequel on ne peut pas forcément agir, mais il y en a sur lesquelles on peut agir. Alors du coup, ben, comment on peut agir là-dessus? Et au lieu d'être en lutte et en résistance, sur notre alimentation, sur, notre physique, sur notre âge, pour redonner plusieurs sujets un petit peu qu'on a abordés, sur le sport, sur les vêtements et cetera, ben, comment je peux entrer en résilience plutôt qu'en résistance et me dire: «Bon, bah, OK, bah, finalement, en fait, je me rends compte que ce sport, je le faisais pour perdre du poids. Moi, en réalité, ce que j'ai envie de faire, c'est de la danse. Qu'importe que j'en perde 100 grammes, 3 kilos ou que j'en perde rien du tout. J'ai juste envie de faire de la danse pour me faire plaisir. J'ai juste envie de porter un short pour me faire plaisir». Enfin, toutes ces notions-là, en fait, derrière d'acceptation, de trouver du sens et de se dire que, bah, OK, c'est pas parce qu'on a été comme ça hier, ça renvoie à l'impermanence, en fait. À l'impermanence et au non-contrôle de certaines choses qui sont comme ça et puis dans tous les cas, on va vieillir, tous les jours on vieillit, chaque minute on vieillit. Il y a des rides qui se mettent sur notre front et cetera pour reparler un peu de l'agisme et on va dire rebalayer tous les sujets qu'on a balayés. Hem, j'allais dire, est-ce que tu as une phrase de conclusion? Mais est-ce qu'il y a un dernier mot, quelque chose que tu aimerais rajouter ou une ressource, enfin ou plusieurs choses, hein, tu es pas limité, mais quelque chose que sur lesquels tu aurais envie de conclure? OK, bah, déjà je dirais du coup, bah, voilà, si les personnes qui m'écoutent sont justement dans ce côté deuil corporel ou ont vraiment du mal à accepter les changements, corporels qu'ils peut-être observent et cetera, bah, moi je vous dirais vraiment déjà d'observer votre dialogue intérieur dans les moments où justement vous êtes confronté à des choses qui sont relatives à votre deuil corporel. C'est-à-dire si vous avez, voilà, quand vous montez sur votre balance, vous voyez que votre poids est plus haut ou quand vous mettez un vêtement et que vous voyez qu'il est plus serré et cetera. Qu'est-ce que vous vous dites en fait? Quelles sont les pensées qui arrivent et cetera? Quelles sont les émotions qui vous traversent aussi? Comment les accueillir? Et puis, ces pensées, moi, je vous invite vraiment à les voir comme elles sont, c'est-à-dire, bah, de prendre une distance par rapport à ces pensées-là en disant: «Voilà, c'est juste des pensées» et de pourquoi pas recadrer en fait un langage plus bienveillant et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je vois beaucoup en accompagnement, cette flexibilité cognitive. C'est-à-dire qu'au lieu de typiquement, voilà, déjà toutes les pensées liées à ce deuil, de les prendre pour argent comptant, de se mettre dans l'histoire du mental qui voilà, il aime bien raconter des histoires en disant: «Oh là, c'est horrible, tu n'arrives plus à rentrer dans ce short, demain, il faut que tu perdes 15 kilos et cetera». Bah, au lieu d'être comme ça, plutôt de dire: «OK, bah, je rentre pas dans ce short, d'accord, mais qu'est-ce que ça change au final dans ma vie et qu'est-ce que je peux faire qui est plus peut-être dans la bienveillance?» Bah, ça va être, voilà, d'acheter un nouveau short. Voilà, pour reprendre l'exemple qu'on a pris, mais vraiment d'observer, en fait, ces moments-là et de, pourquoi pas, s'entraîner à recadrer les pensées qui sont, voilà, trop critiques et pour, aller plus en plus vers des pensées, bah, soit neutres ou soit bienveillantes, mais vraiment cheminer par rapport à ça. Ensuite dans le process d'acceptation, je pense qu'il va être important et qui est l'étape finale, du process, c'est, bah, de trouver du sens, en fait, à cette acceptation.
Parce que c'est sûr que si vous vous lancez dans un process de deuil, vous dites: «OK, je veux avancer dans ce process, j'en ai marre, je suis bloquée, je veux m'accepter, je veux être mieux et cetera dans mon corps et cetera». Bah, en fait, déjà de trouver du sens à cette acceptation, se dire: «OK, bah, en fait, pourquoi je veux justement, avancer dans ce process, en fait? Qu'est-ce qui me bloque et cetera et vers quoi je veux aller?» et surtout vers, enfin, quelles sont les valeurs qui m'animent dans ce process-là? Typiquement, par exemple, moi, je sais que, bah, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je sais que ce qui m'a aidé à accepter mes changements corporels, parce que j'en ai eu, hein, voilà, moi, j'ai eu un temps d'alimentation troublée, perdu pas mal de poids et j'ai repris ce poids, en fait, comme beaucoup de gens et forcément, bah, quand on reprend du poids, voilà, ça peut être compliqué à vivre, de revoir qu'on prend voilà, on prend du poids là, pas là forcément où on veut ou et cetera, tout ça, enfin, tous ces trucs de qu'on nous a mis là dans la tête, tous ces idéaux et cetera, tout ça et moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est de trouver du sens, c'est-à-dire de me dire: «Bah, en fait, moi, c'est quoi mes idéaux, c'est quoi mes valeurs?» et cetera, vraiment au plus profond de moi et moi, ce qui m'anime, c'est mon combat militant, au final, contre la culture des régimes, contre la société patriarcale qui nous enferme, qui fait que les femmes, voilà, on est quand même opprimées et cetera, d'une certaine manière. Enfin et de cet idéal de beauté qui gangrène beaucoup nos esprits, tout ça et du coup, bah, ça, moi, ça m'aide à accepter mon corps comme il est parce que je me dis: «Ben, OK, en fait, il est ce qu'il est et c'est plutôt la faute, elle est plutôt pas à mon corps, au final, elle est pas dans mon corps, mais plutôt la société qui m'a mis des idéaux et qui fait que je me sens mal aujourd'hui. Mais en fait, en changeant tout ça, en voyant d'une autre manière, en fait, les choses, en arrêtant de penser que, bah, c'est mon corps le problème et qu'au final, bah, mon corps, il est ce qu'il est. Il est innocent et que je peux rattacher ça à des valeurs militantes, à vraiment des valeurs de féminisme, des valeurs, moi, qui me parlent, en fait, hein, d'être, bah, voilà, de vraiment de montrer que, bah, on peut être une femme, qui s'accepte et qui est pas forcément régime, qui est pas forcément, qui veut pas forcément peser moins ou et cetera. Enfin, je veux dire, de vraiment l'ancrer dans un ouais, dans un des valeurs, dans un combat qui peut-être, voilà, vous anime aussi, quoi. Moi, je le vois comme ça. Et typiquement, trouver du sens, ça peut être bon, voilà, voilà, le combat sociétal, mais ça peut être carrément autre chose. Ça peut être aussi, donc ça peut être, voilà, cette rébellion, des idéaux, mais ça peut aussi être aussi quelque chose de très concret comme, vos enfants, typiquement. Si vous avez des enfants ou même, des enfants autour de vous, dans votre famille et cetera, si vous n'avez pas d'enfants. D'être un modèle, en fait, peut-être pour ces générations-là, de se dire: «Ben, en fait, moi, j'ai envie de montrer que, voilà, moi, je suis une femme qui accepte comment elle est, qui accepte que, voilà, que, bah, il y a des choses, que j'ai qui sont naturelles et qu'en fait, c'est la société qui m'a dit que c'était pas bien». Je sais pas, je pense à plein de choses, hein, peut-être les poils ou plein de choses, enfin le poids, enfin, tellement de choses, tellement de choses. Écoute, se dire, voilà, bah, moi, je m'accepte dans mon entièreté et que oui, il y a des jours où c'est compliqué, hein. Moi, je veux pas vous dire aujourd'hui que accepter son corps et d'arriver justement à l'étape finale de trouver du sens, c'est que facile et que c'est une promenade de santé et que des fois, c'est pas inconfortable, bien sûr. Il y a des jours où c'est fun et oui, il y a des jours où c'est beaucoup moins fun et parfois même au sein d'une journée, c'est fun le matin, c'est pas fun l'après, mais ça reprend vraiment pour le coup, ben, le processus de deuil, c'est un chemin, c'est un voyage, quoi. C'est pas, juste un aller-retour, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cyclique et bah, c'est pareil, votre image corporelle, elle fluctue en fonction des jours, en fonction des moments de votre vie et cetera et c'est OK, en fait, c'est normal. Mais voilà, de un peu lâcher aussi Hem, ces attentes irréalistes par rapport à l'acceptation. Croire que l'acceptation aussi, c'est forcément le paradis et que, on est body positive à 100 et qu'on s'aime et qu'on se prend en photo toutes 2 minutes. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'on demande, en fait. C'est voilà, c'est vraiment, d'être plutôt «en paix» entre guillemets la plupart du temps, en fait, au final, avec ce qu'on est, ce qu'on renvoie et oui, il y a des jours compliqués et cetera, mais en globalité, voilà, on peut dire qu'on est dans un processus d'acceptation et que, voilà, on écoute son corps, on le tolère et cetera. On l'aime pas forcément à 100 et c'est OK, mais au moins on est, quand même plus avancé dans le deuil que, quand on est dans les étapes de, bah, voilà, des chocs, de déni et cetera qui sont vraiment, très durs et qui sont, bah, le début au final du process. Donc vraiment trouver du sens, pour clôturer ce que je voulais dire, c'est vraiment je pense que cette dimension-là, elle est hyper importante et donc du coup, moi je vous invite fortement aujourd'hui à trouver votre sens en fait. Pourquoi vous acceptez? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux autres? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez, prouver à vous-même aussi et cetera? Voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire, à creuser et cetera, mais moi je trouve ça passionnant donc vraiment, faites ce travail. En plus, bah, d'ailleurs, j'ai une ressource par rapport à ça, typiquement. Hem, j'ai fait un épisode donc sur le deuil corporel, donc si ça vous intéresse, vous pourrez l'écouter. C'est l'épisode 84 de mon podcast. Il sera en lien, dans la description. OK, super et en fait, j'ai fait un petit,
bonus à l'épisode, que vous pouvez aller télécharger sur mon site, où vous pouvez voir en fait les différentes étapes du deuil corporel et surtout il y a des petites questions pour savoir où vous vous situez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer à votre stade au stade où vous êtes et cetera. Voilà, j'avais envie d'approfondir justement cette notion qui à mon sens est tellement importante et qui concerne tellement de personnes et de femmes donc voilà, c'était pour ça aussi que j'avais fait ça donc c'est top. Ouais, je te remercie beaucoup et j'avais juste envie de conclure là-dessus. Tu as dit, trouver du sens et toi, c'était justement ce côté militant et pour ça, ben, bravo et tu l'as dit, c'est pas forcément ce côté-là, ça peut être, tout plein d'autres choses, mais c'est finalement de voir les choses différemment, de changer sa perspective et de voir le sujet qui vous concerne, que ce soit l'alimentation, le physique, la vieillesse, qu'importe, vous mettez le sujet entre les 2, mais trouver enfin, voir le sujet X de manière différente, l'aborder autrement. Et justement, parfois, bah, c'est aussi casser les codes, c'est casser les tabous, c'est casser les frontières, c'est casser les stéréotypes. Et en fait, je te remercie encore une fois pour cet épisode parce que, bah, on voit peut-être pas forcément l'intérêt de parler du deuil par rapport au physique et que moi, c'est réellement mon objectif, c'est le sens que j'ai décidé de donner à d'autres blessures qui étaient les miennes et sur lesquelles j'ai décidé de travailler mon deuil et de cheminer, c'est de pouvoir parler du deuil autrement et tu m'as permis de le faire aussi aujourd'hui avec toi. Donc je voulais vraiment t'en remercier et voilà, tous les liens seront en description si vous avez des questions sur ce sujet-là. Je sais que Juliette, elle se fera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas et puis, bah, encore un grand merci à toi. Bah, merci beaucoup Charlène, c'était super intéressant cette discussion et de voir le deuil de cette manière, je trouve ça cool que tu abordes aussi, ces différentes façons de faire un deuil au final et que c'est pas forcément que, le deuil, qu'on connaît, tous quoi. C'est ça. Merci beaucoup, à très vite. À très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.